Et bonsoir à tous, on se retrouve pour la 4e émission de l'équipe type. Un comité un peu réduit pour ce soir puisqu'il n'y aura que Thibaut avec moi. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Julien. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Julien. Bonsoir Romain. Bonsoir Julien. Et du coup, Clément et Camille manquent à l'appel, sans doute la Ligue des Champions. On sait que les Marseillais et les Parisiens sont à fond. Bon, les Marseillais, ils vont attendre une autre saison, mais... Ou plusieurs, on sait pas. Bon, Mehdi commence déjà à être chaud. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va commencer tout de suite avec un débat sur la Ligue des Champions. On est mardi soir. Et le mardi et le mercredi, en ce moment, c'est la Coupe d'Europe. Et oui, le mardi et le mercredi, c'est Ligue des Champions. Alors tout de suite, on va commencer par un débat. On a vu déjà les 3 premiers matchs. On a surtout aperçu les grandes capacités du Real Madrid et du Bayern. Les questions, messieurs, est-ce que une autre équipe peut rivaliser avec ces deux ogres européens? Thibaut, pour toi, le Bayern, c'est déjà assuré, ils sont champions? Champion non, je n'irai pas jusque là non plus. Mais à part le Real Madrid, je vois vraiment pas qui peut rivaliser. Hein. Après. Le PSG, on sait jamais, peut être un candidat sérieux quand le PSG joue les matchs à fond et quand il y a Zlatan, ils peuvent faire peur. En tout cas, Chelsea, ils me font déjà plus peur que le Barça en tout cas. Chelsea, pour toi, peut pas rivaliser avec le Bayern ou le Real? Chelsea, si Mourinho nous refait le coup du bus, bien sûr, ils sont capables de tout. Ah bah, il va le refaire. Après, ce serait pas beau, pas mérité pour le foot que Chelsea aille loin en Ligue des Champions. On a vu un Chelsea un peu nouveau maintenant avec des joueurs offensifs, mais on voit que Chelsea peut faire le jeu maintenant avec un Matic, avec un Fabregas. Le problème, c'est que Mourinho peut-être en Première Ligue, oui, mais pas en Ligue des Champions. Même dans les gros matchs en Première Ligue, quand il a joué Manchester City par exemple, il jouait pas pour gagner quoi. Il voulait garder le ballon et pas prendre de but avant tout quoi. Donc je pense qu'il va jouer comme ça aussi en Ligue des Champions. Sans changer ce qui a fait sa force pendant des années. Moi je suis d'accord avec Julien, Chelsea peut être d'autant plus dangereux cette année que en plus de faire le bus, ils ont vraiment des joueurs au milieu de terrain forts techniquement et avec Hazard qui est de plus en plus fort au fil des ans. Ils peuvent être très dangereux déjà pour Madrid car Mourinho connaît très bien la maison et pour le Bayern. Ouais, tout à fait. Et Thibaut disait le PSG, bien évidemment, avec le retour attendu de Zlatan Ibrahimovic s'il rejoue un jour, car on ne sait pas. Et justement, le PSG, est-ce qu'on sait encore de quoi ils sont capables? On les a vu battre le Barça, mais en même temps, on les a vus accrochés par l'Ajax. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce PSG-là pour toi, Mehdi? On ne sait pas vraiment ce que vaut le PSG cette année encore. Il commence à avoir un bon rythme de croisière là avec 4 matchs consécutifs, 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. On sait pas vraiment que fera le PSG face aux grands clubs comme le Real Madrid ou le Bayern de Munich, mais moi j'ai confiance en eux cette année pour dépasser les quarts de finale. Il faut attendre les matchs à élimination directe de toute façon pour se faire un avis vraiment. Par contre là, moi perso, je les vois pas rivaliser, je les vois pas aller en finale ou rivaliser avec le Bayern ou le Real. Pour une seule bonne raison, c'est que pour moi ils sont pas assez renforcés. Alors ça peut peut-être changer au mercato d'hiver, mais là cet été ils ont juste pris David Luiz. Bon, il y avait des questions du fair play financier qui aussi les empêchaient. Je pense pas bien sûr, que le PSG puisse se renforcer cet hiver. Bien sûr, moi si j'étais le PSG, j'aurais pris plusieurs joueurs à moins de 50 millions et pas David Luiz qui est pour moi une belle arnaque quoi. Même si c'est un très bon. Prendre des joueurs de moins. C'était un joueur à 50 millions. Oui, non, mais il pouvait faire des prêts comme United ou avec Falcao, par exemple. Et est-ce qu'on n'oublie pas une équipe comme Dortmund, par exemple, qui, on sait, galère, c'est vrai, en championnat, mais en Europe, ils sont toujours extrêmement bons. On a un Gundogan qui revient. Devant, c'est vraiment bon, même si Lewandowski, Götze sont plus là. Aubameyang fait le boulot. C'est vrai qu'on est en phase de groupe. Est-ce que pour vous, Dortmund peut créer une surprise? Oui, ils peuvent tout à fait créer une surprise, faire un parcours comme ils ont fait il y a 2 ans jusqu'à la finale. Aller jouer à Dortmund, c'est toujours difficile, un public en feu, c'est jamais facile. Même le Real l'année dernière en demi, même avec 2 buts d'avance, c'était passé pas loin de l'élimination. Après, tout dépend toujours du tirage au sort, mais il y a une équipe aussi qu'on oublie, c'est quand même l'Atlético Madrid qui a été finaliste l'année dernière et qui s'est renforcé et qui continue à très bien jouer.
Moi, l'Atlético, je pense que la perte de Diego Costa, même s'ils ont recruté Mandzukic qui marche très bien, va leur faire du mal, quoi. Et puis, ils vont souffrir du fait aussi que l'année dernière, c'était la surprise, les autres équipes l'attendaient pas forcément et connaissaient pas leur style de jeu. Là, cette année, ils vont savoir comment l'Atlético va jouer, en faisant le pressing, en étant puissant physiquement, en allant très vite vers l'avant. Ce qui a fait aussi la force de Dortmund, par exemple, il y a 2 ans. Mais là, cette année, ils sont moins forts pour moi que l'année précédente. Et donc, ils peuvent aller en quart de finale ou en demi, mais ils iront pas en finale, quoi. Puisqu'on est avec toi, Romain, est-ce que tu peux nous parler d'Arsenal? Est-ce que tu les vois aller loin ou bien sûr il y a toujours le tirage au sort. Ils sont capables, avec la chance qu'ils ont, de se prendre ils vont choper le Bayern encore, oui, bien sûr. Troisième année d'affilée, ouais, ça serait marrant. Bon, après, là, c'est aussi de leur faute. L'année dernière, ils sont premiers du groupe et ils perdent à Naples le dernier match, alors qu'ils doivent jamais le perdre. Du coup, ils se retrouvent deuxième et ils chopent le Bayern au 8e. Là, cette année, il va falloir soit un exploit contre Dortmund, soit que Dortmund fasse un faux pas pour obtenir la première place. Arsenal, vu le début de saison, c'est trop faible pour aller très loin de cette compétition. Ça dépendra aussi des blessés. Sans blessure, je pense que sur 2 matchs à élimination, ils peuvent rivaliser. Peut-être pas avec le Bayern ou le Real, mais avec les autres équipes. Mais bon, je pense qu'il leur faut au moins encore 1 an ou 2 avant il faut qu'ils continuent à se construire en achetant un grand attaquant et des grands défenseurs pour rivaliser. Moi, j'ai quand même une question à vous poser. Personne ne voit le FC Barcelone aller au bout de Ligue des Champions. C'est quand même une belle équipe. Non, avec une défense digne du championnat grec, trop faible défensivement. Aller loin. Moi, je pense quand même qu'ils peuvent aller très loin, cette compétition, personnellement. De toute façon, on parlait tout à l'heure de Paris, qui ne sait pas trop où ils en sont. Le Barça, c'est un peu pareil. On sait pas qui va finir premier. Je pense que ça va déterminer beaucoup de choses. Après, bon, je pense qu'on a tous compris qu'en Angleterre, il y avait que Liverpool qui était capable de faire quelque chose de grand cette année. Donc, non, est-ce qu'il y a une équipe surprise que vous aimeriez bien voir, qui mériterait Porto? Pour moi, j'allais dire Porto. J'aimerais bien voir la Juventus faire enfin un beau parcours. Depuis tant d'années qu'on attend ça. Bon, c'est peut-être pas encore la bonne année, mais oui, j'aimerais bien. Justement, on parlait de l'Italie qui avait des problèmes. On va profiter que le journaliste en chef, le présentateur en chef ne soit pas là. Qu'est-ce qui pose problème en Italie, selon toi, Thibaut? Pour prendre une telle dérouillée face au Bayern, pour la Roma et la Juve qui n'arrive pas à enchaîner. Alors Roma, c'est un gros problème de défense. Déjà ce week-end là contre Naples, ou 10 minutes, normalement il doit y avoir 3-0 pour les Napolitains. Ils sont vraiment mais très bien sortis. Mapu et Yanga Mbiwa n'ont vraiment pas le niveau pour jouer titulaire à la Roma. Manolas, encore ça peut aller, c'est un bon défenseur. Mais tout seul, il peut pas faire le boulot. Moi, je pense que le problème, excuse-moi Romain, le problème de la Serie A depuis quelques années, c'est qu'il y a trop d'étrangers aussi. Le manque de moyens financiers, contrairement aux grands clubs, aux grands championnats européens. Et ça reste pour les grands joueurs un second couteau. Il n'y a pas de très grands joueurs. La Serie A fait plus rêver maintenant. Et c'est ça le problème aussi, c'est que la Serie A est de plus en plus faible. Et quand tu as un championnat faible au niveau européen, tu peux pas progresser aussi rapidement que quand tu as un championnat très fort. On a l'impression que c'est un championnat hyper vieillissant, parce que quand on regarde les exploits, les stars chaque week-end, on voit qui? On voit Totti, on voit Di Natale, on voit Pirlo. On a l'impression d'être encore il y a 10 ans. Ouais, ils arrivent pas à se renouveler aussi vite que d'autres clubs. Les stades, c'est la même chose. La plupart, c'est vétuste. Il y a des gros problèmes avec les supporters. Donc c'est un mélange un peu de tout ça qui fait que le championnat italien, d'année en année, perd vraiment de son niveau, quoi. Et ils arrivent plus à garder leurs joueurs. On parlait du PSG. Leonardo a pris tous les jeunes bons joueurs de Serie A, Pastore, Sirigu, Verratti, alors que la Juventus, mais on le voit avec Pogba qui vient d'être prolongé. Après, on ne sait pas si c'est pour le revendre plus cher à la fin de la saison ou essayer de. Tu veux dire comme Rabiot? Comme Rabiot, je sais pas, mais c'est vrai que l'Italie, bon, ça pose de gros problèmes. Il y a que la Juve qui a réussi à se moderniser, à passer, on va dire, au 21e siècle, parce que malheureusement le Milan, pour eux, ils s'en sont très loin du niveau de la Juve. Et la Juve, c'est vraiment le seul club, oui, apparemment, qui peut rivaliser avec les grosses écuries européennes. Mais encore faut-il qu'il y ait un concurrent à son niveau dans le championnat d'Italie pour qu'il s'améliore, quoi. C'est ça qui est d'autant plus préjudiciable pour la Serie A, c'est que ils auraient besoin de la Juve, qui est le seul club un peu au niveau européen,
que ce soit une locomotive qui les tire vers le haut, mais vu qu'ils n'arrivent pas à avoir des résultats en Ligue des Champions, ça crée pas de cercle positif, de cercle vertueux, et donc ça les maintient dans leur marasme pour l'instant. C'est exactement ça. On voit en France, il y a que le PSG, il n'y a pas une grosse équipe qui les concurrence, et ils sont quand même 2 années de suite en quart. La Juve n'arrive pas du tout à passer les groupes, donc il y a vraiment un problème en Serie A. Et juste pour terminer, je pense, Vas-y. pour revenir à Madrid et Bayern Munich, pour moi, il faut faire très attention aux équipes qui sont très fortes en début de saison, car à la fin de l'année, on les retrouve presque pas en finale de Ligue des Champions. C'est pas très bon d'être tout de suite aussi fort. Bon trop tôt. Ouais. C'est ça. C'est un peu comme la Coupe du Monde où très bon en phase de groupe. Tu me donnes de l'espoir pour Arsenal là, c'est bon. Hein. Quand même pas, mais Non, on l'a dit, il n'y aura que Liverpool. Et c'est sur cette parole d'évangile évidemment qu'on finit cette première partie. Et un petit jingle et puis on part en Angleterre, le vrai et seul pays du football. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Allez, on est de retour pour la deuxième partie de l'équipe type. On a pris la direction de l'Angleterre, on a pris le ferry, on se retrouve directement à Liverpool. Liverpool qui a de gros soucis en ce début de saison. Comment on explique qu'un tel club ait autant de mal après une superbe saison? On explique ça en se disant que peut-être Liverpool justement c'est plus un si grand club que ça. Historiquement ça l'est, mais en ce moment pas trop. Et ils ont un peu le problème qu'ont des équipes surprises en championnat qui ont du mal à être constantes une année sur l'autre. L'année dernière ils ont été très très bons. Ils auraient pour moi mérité d'être champions au niveau de la qualité de jeu. Mais là cette année ils ont du mal à enchaîner. Ils ont évidemment perdu Suarez qui leur fait beaucoup de mal. Balotelli qui est pas au niveau pour le remplacer, Sturridge blessé, c'est pas ça non plus. Mais voilà, ils ont surtout et puis ils sont mal renforcés. On l'a déjà dit la dernière fois, ils sont mal renforcés. La défense c'est catastrophique. Donc en championnat d'Angleterre ça pardonne pas. Ouais, il y a eu des choix catastrophiques avec le départ d'Agger. Je pense qu'un joueur comme ça doit jamais partir parce que c'était un des membres du club. Tout le monde l'adorait là-bas. Il était encore bon pour jouer et pour très bien jouer, et qu'on préfère acheter Lovren qui est pas non plus extraordinaire. Je trouve que c'est dommage. Après il y a d'autres clubs, Mehdi, Arsenal, c'est pas encore, c'est bien mais c'est pas encore exceptionnel. non, c'est pas exceptionnel, loin de là. Ils ont un joueur, Sanchez, on peut dire c'est le Suarez d'Arsenal de l'année précédente. T'es d'accord avec moi, Julien? Oui, évidemment, il est très très bon. Après un Suarez, je pense qu'il va falloir nuancer parce que la saison que fait Suarez l'année dernière a été juste magnifique. Oui, mais là, Sanchez fait un bien meilleur début de carrière en Angleterre que Suarez l'a fait. Non, mais Suarez l'année dernière, il avait quand même des bons joueurs à côté de lui, Sturridge, Sterling. Arsenal, c'est un peu faible. Giroud qui va revenir, peut-être ça va être le sauveur. Mais franchement, Arsenal, il y a Suarez, après il y a Wilser au milieu. S'ils ont pas beaucoup de blessés, peut-être qu'ils seront dans les 3 premiers, mais c'est tout, quoi. Je vois pas Arsenal, City et Chelsea ou même City. Ouais, justement, City qui a été pas forcément impressionnant, qui est en galère un peu depuis 2 semaines, mais qui a fait le job face à United. On a vu quand même une belle équipe de United qu'on a l'impression qui progresse de semaine en semaine, Thibaut. L'équipe de United, oui, qui progresse, oui, c'est sûr que ne perdre qu'un but à 0 face à son voisin ennemi juré, c'est pas grand chose finalement quand on voit le début de saison de Manchester City et celui de United. Quand on compare, il y a pas photo, quoi. Et après, c'est surtout le carton rouge qu'a reçu Smalling, ouais, qui a été déterminant dans le match. Ouais. Il parle du carton rouge. C'est surtout, j'aurais aimé voir la physionomie du match sans ce carton rouge, car United tenait vraiment la dragée haute à City, dominé dans le jeu. Les occasions étaient pour City avec un très grand De Gea qui a fait 2-3 belles parades. J'aurais bien aimé voir le match sans le carton rouge de Smalling. Donc United qui commence à très bien jouer, et j'aimerais bien voir cette équipe dans les semaines à venir. Moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il commence à très bien jouer, il commence à mieux jouer. Il commence à retrouver un peu déjà de fond de jeu, ce qu'ils n'avaient pas du tout en début de saison. Le problème, c'est un peu comme Liverpool, peut-être Liverpool puissance 10, même c'est leur défense, hein, ils ont vraiment personne derrière. Là, en plus, Rojo qui s'est fait mal à l'épaule et qui est absent, qui a mis l'épaule et qui est absent 3 semaines. Non, ouais, il y a Manchester, c'est pas encore exceptionnel, mais si on compare par rapport au début de saison, c'est vrai. Après, je pense que si on regarde les matchs, Blind est juste exceptionnel dans son rôle.
pour ce qu'il Qui est fait, pas son rôle au départ. qui est pas son arrière rôle, gauche, mais en 6 avec une ligne de 4 devant lui. Il faut aussi pas oublier que Rooney revenait après 3 matchs où il avait pas Très joué. bon match d'ailleurs. Ouais, non, United, ça devient cohérent. Mais je pense qu'on a le droit d'attendre encore beaucoup plus de cette équipe. Par contre, oui, après ce match, j'ai quand même un petit peu peur pour City. Ils doivent tuer le match, ils le font pas, et les 20 dernières minutes, ils ont quand même pas la possession du ballon. Il y a 2-3 occasions pour United qui méritaient l'égalisation. Ça sentait le Fergie time. C'était Ça, pas, ça, c'était ça, pas ça, serein City. Je sais pas ce qui se passe à City, mais Là, justement, qu'est-ce qui Ça se sent passe? pas Est-ce bon. qu'on a une explication? Il y a 3 semaines, on les voyait peut-être les seuls à la lutte avec Chelsea, capables de rivaliser avec l'équipe de Mourinho. Maintenant, C'est vrai, entre ça et la défaite à West Ham la semaine dernière, plus pas dire la que défaite ce de soit- Newcastle le nul à Moscou alors qu'ils menaient 2-0. Moi j'ai l'impression que c'est un peu de C'est dans la suffisance tête, voilà. au niveau de City, quoi. Ils ont, il y a Touré qui arrive pas à revenir, même si contre United il était mieux, mais qui arrive pas à revenir à son niveau. Agüero qui depuis qu'il a marqué son quadruplé, dès qu'il a le ballon il veut frapper, il veut aller tout seul au but. Et puis au milieu on a l'impression, Fernando c'est pas le même qu'à Porto. On dirait qu'ils pensent qu'ils peuvent, ils sont très bons dans les petites actions et dans le jeu court, mais il leur manque l'accélération qui faisait la différence l'année précédente et on dirait qu'ils pensent qu'ils peuvent toujours faire la différence sans cette accélération. Il y a un peu le syndrome, excuse-moi Mehdi, le syndrome Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils savent depuis 3 saisons qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap des poules, et en général s'ils le passent miraculeusement, ils finissent deuxième et derrière ils se prennent le Barça. Mais ce syndrome-là, ils pensent tellement à Ligue des Champions que les matchs de championnat ils les oublient carrément. Et il n'y a plus vraiment de match en fait. À West Ham, c'est vrai qu'ils ont été mauvais, que West Ham était très bon, mais ils sont vraiment passés à côté. Mais parce qu'ils ne pensaient pas ça. Pourquoi cette année? Parce que ça fait quand même 3 ans qu'ils. Mais justement, qu'ils ça fait galèrent 3 avec ans des qu'ils champions, galèrent. Ça fait 3 ans qu'ils Eh ben ouais, ça qu'ils fait gagnent 3 presque tout en Ça fait première 3 ligue. Ouais, pas forcément. non, en début de championnat, ils ont toujours un peu de mal. Il y a toujours une période de creux, justement, quand on approche, quand on attaque les matchs de Ligue des Champions et qu'on est, dans des périodes serrées où ils doivent faire la différence en Champions League. Ils ont toujours des creux en championnat qu'ils arrivent à rattraper après parce qu'ils finissent en boulet de canon et parce qu'ils ont plus la Ligue des Champions, justement. Ouais, c'est pas bon pour eux parce qu'en plus de laisser le championnat, ils arrivent au match de Ligue des Champions très crispés, très tendus et ils arrivent plus à jouer, quoi. Et aussi, c'est vrai, Romain l'a signalé, Yaya Touré que je reconnais pas. Peut-être l'histoire de son frère que City n'a pas laissé aller voir alors qu'il est en train de mourir. Ouais, certainement. Et aussi Fernando, je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe alors que Fernandinho est sur le banc. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Ouais, mais il y a aussi la défense. Surtout qu'ils viennent de perdre Kolarov qui sera absent pendant un mois. Voilà, Clichy a pas fait un mauvais match, moi j'ai trouvé il a fait la passe décisive déjà. Kolarov c'est peut-être pas la perte, même si c'est un très bon joueur, surtout pour la rotation, ça va être compliqué, mais ils ont plus de problèmes au niveau du milieu, de ressortir les ballons proprement et vite qu'au niveau de la Et défense justement- sur les côtés, quoi. justement le moins bien vient après la blessure de Lampard. Donc je sais pas Ouais, si c'est vrai que c'est Parce que assez. là, ils vont aborder un mois de novembre qui s'annonce difficile quand même, parce qu'il faut aller chercher la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et a priori, ça va se jouer avec la Roma. Ça va quand même pas être si facile que ça. C'est vrai que si on revient sur le recrutement, à part Lampard qui a été exceptionnel au début, Mangala, on peut pas dire Il a été exactement la exceptionnel même un match. chose. Là, on peut Il a pas été exceptionnel mérite un le match prix. et quoi. il a C'est vrai que parlé. Pellegrini fait moins d'effets que Mancini sur le marché des transferts. Il pensait pouvoir encore être champion en gardant la même équipe, peut-être en réintégrant Jovetic parce qu'il avait galéré la saison passée, mais finalement avec le recrutement pharaonesque de Mourinho, Manchester City a peut-être pas le meilleur effectif pour rivaliser. Après City a eu le problème du fair play financier aussi C'est comme le même chose que PSG. Paris, ouais. Sauf que là il y a Chelsea, Paris a personne. Le problème c'est qu'ils vendent pas City. Je- Donc si tu vends pas, forcément Tu peux tu pas peux acheter. pas acheter. Ouais. Et- Je sais pas s'ils ont ils ont pas le meilleur je pense qu'ils ont toujours le meilleur effectif, mais ils ont plus le meilleur 11 de départ. À mon avis, Chelsea a un bien meilleur 11 de départ, un meilleur 11 de départ que Chelsea, une équipe type solide et talentueuse à tous les niveaux. City, justement, avec l'entrée de Fernando à la place de Fernandinho, perd son niveau. Qui les dessert. Voilà, ça les dessert. L'entrée de Mangala, même si c'est un Français, ça les dessert aussi en ce moment. De Michelis qui est vieillissant, qui va pas pouvoir tenir non plus toute la saison s'ils vont avec des champions. Donc qualitativement, ils sont moins bons que Chelsea sur le 11 type. Après, sur l'effectif, ils ont quand même de quoi faire tourner en ayant deux équipes
costaud, quoi. Dans les autres matchs de la journée, parce que nous on regarde tous les matchs, on est des vrais professionnels. Mehdi a regardé un exceptionnel Crystal Palace Sunderland hier. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe des Black Cats de Sunderland, évidemment? J'avais compris, ne t'inquiète pas. Une équipe difficile à une équipe difficile à évaluer, car ils ont marqué quand ils étaient très dominés, une nette domination de Crystal Palace, et Sunderland qui avec des contres tue le moral adverse, avec un Fletcher que je trouve vraiment très bon, avec très beau but de la tête, et une équipe qui était au fond du trou et qui a su se relever de belle forte manière hier soir. Et puis sans qu'on s'en rende compte vraiment, si on suit pas trop le classement anglais, Sunderland qui malgré après avoir pris une rouste contre Southampton et avoir enchaîné les défaites, ils sont 15e je crois. C'est peut-être 15e, l'effet réveillère finalement. Ouais, hier premier match, mais En plus avec un Brown qui met encore un CSC Ah hier, ouais, ils ouais. auraient pu couler, tout est contre eux et Ah ouais, ils le sont relevés. 4e CSC de Sunderland en 16 jours. Donc il commence à y avoir des enquêtes sur des paris frauduleux en Angleterre. C'est histoire vraie. Faut se pencher là-dessus. Ouais. Non mais plus sérieusement, encore que les 4 équipes, on voit que les 4 équipes sont relégables, les 3 équipes plus maintenant Crystal Palace, ils proposent quand même un jeu extrêmement faible. On a du Burnley, du Leicester, c'est les trois du promus du on les QPR. C'est quand même extrêmement faible cette année. Alors de là à dire que le niveau de l'Angleterre baisse, on n'ira pas jusqu'ici. Mais c'est vrai qu'il y a 2 championnats qui commencent à apparaître, Romain. Oui, ben là on voit bien que c'est les 3 promus qui sont relégables pour l'instant. Et on voit qu'il commence à y avoir une marge de plus en plus importante entre la Première Ligue et la Championship. Et donc du coup ça dessert les équipes qui montent. Après c'est pas fini, hein, c'est très serré quand même en bas. Il suffit d'une victoire ou deux des équipes qui sont relégables et elles passent 14e, 15e. Donc ça c'est pas définitif pour eux. Je m'inquiéterais plus si j'étais supporter de QPR et de Burnley surtout. Qui attend toujours sa première victoire, il me semble. Que si j'étais supporter de Leicester, parce que les Leicester, à mon avis, ils vont quand même prendre quelques points à domicile qui vont leur être importants pour le maintien. Après, c'est plutôt logique pour l'instant. C'est vrai qu'en niveau de terme de niveau de jeu, comme tu le disais, c'est les 3-4 plus faibles qui sont aux dernières positions. Mais les QPR restent quand même sur des beaux matchs. Ouais, bah ils ont Surtout perdu 2-1 contre Chelsea. Après, beaux matchs, des bons résultats. Ils jouent mieux que Aston Villa, pour ma part. Regarder Aston Villa, j'ai vraiment peur pour Aston Villa cette année. C'est aussi une équipe qui est dans un gouffre Aston Villa en ce moment. Ils ont reperdu Benteke pour 3 matchs. Ouais, non, mais Aston Villa, ils ont pas marqué depuis 1 mois. Et c'est vrai que, bon, sur certains médias, ils s'étaient enflammés. Ils ont marqué dimanche, mais on était en novembre, Ouais. on dit. On était le 2 novembre. Mois d'octobre. Dans le mois Un d'octobre. but au mois d'octobre, ouais, Non, mais c'est inquiétant, on ouais. s'était enflammé un peu sur eux au début de saison parce qu'ils avaient enchaîné 3 victoires de suite. Battant Liverpool notamment. Contre battant. les gros, ils gagnent toujours contre les gros. Non, on avait un Banleur monstrueux qui avait fait son quota de 5 matchs bons dans l'année. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai que ça va être dur pour la fin de saison. Et sur les autres matchs, on a la petite déception de West Ham qui ne gagne pas cette fois-ci. West Ham ne gagne pas tout simplement parce que voilà. Non, je plaisante, mais Diafra Sakho était absent, mais sinon ouais, c'est une petite déception, mais bon après Stoke c'est pas non plus facile d'aller jouer là-bas. Hein. Puis vu la physionomie du ils match, c'est une remontent, petite victoire quand même. Oui, Ils ouais, remontent de buts, vu le exactement. match, ouais. Mentalement, ça leur fait du bien aussi. Et puis il y a un point de prix à l'extérieur, c'est bien. Ouais. C'est dans la ligne de West Ham, quoi. Et un autre résultat évidemment, Mehdi, Southampton qui enchaîne. C'est la belle surprise. Est-ce que c'est encore une surprise? Même Non, on plus. peut plus dire que ce soit une surprise, mais j'en fais mon concurrent direct pour Chelsea. Sérieusement. Sérieusement. On dit toujours qu'ils allaient pas tenir, on est en novembre, ils jouent toujours aussi bien. Ils gagnent tous les matchs. Et sérieusement, ils ont pas de Coupe d'Europe, et j'en fais mon concurrent pour Chelsea. Enfin là, ils ont plus de mal quand même à gagner en ce moment que. Mais ils gagnent. Oui, d'accord, mais ils ont plus de mal. Là, quand ils gagnent 1-0 parce que Wanyama met un but exceptionnel en mettant un lob de 30 mètres, de plus de 30 mètres, après le gardien il loupé son dégagement. Contre Stoke, ils gagnent sur un coup franc repoussé. Mané met une frappe dans la lucarne. On va pas dire, non, c'est pas d'où elle sort, mais exceptionnel aussi. Donc moi j'ai l'impression qu'en ce moment ils accusent un peu le coup. Ils ont ils ont pas de la chance. Moi, j'aimerais bien accuser Ah le oui, coup bien sûr, non, mais et enchaîner les ils victoires. accusent un peu le coup par rapport à leur début de saison où ils enchaînaient et jouaient bien, ils étaient au-dessus des équipes. Là, ils ont plus de mal
Mais ils arrivent à s'en sortir grâce à des exploits individuels et j'ai peur qu'ils aient un trou au Boxing Day. Mais est-ce que c'est pas ça justement, une équipe qui n'a pas besoin forcément de bien jouer pour gagner? Est-ce que c'est pas là où il y a une transition? On sent que Southampton est passé d'un autre côté, du côté des équipes qu'il faut se méfier tout le temps maintenant. Parce que toutes les grandes équipes, quand ils galèrent à gagner, ils ont un joueur qui fait une action décisive et c'est ce qui arrive à Southampton. En plus, tu parlais de trous, ils ont leur trou actuellement et ils gagnent. Donc quand ils auront plus de trous, s'ils en ont plus, ils vont continuer à bien jouer et à gagner. C'est pas leur trou actuellement, c'est leur début les matchs qui annoncent le trou. Ouais, mais peut-être que le trou sera au Boxing Day parce que là ils vont enchaîner une série de gros matchs. Ouais, attention, lundi prochain d'ailleurs, il y aura Southampton United. Et donc mardi le débrief, évidemment, de ce match, sans doute l'un des matchs les plus importants de début de saison pour les deux. Ils ont quand même un très bon entraîneur qui saura gérer les matchs. Ouais, Roman Koeman, dont on a déjà parlé. Une grande expérience. Et enfin, si vous avez suivi exactement depuis le début de l'émission, il nous reste un match. Le match du beau jeu, le match des buts, le Roberto Martinez face à Gary Monk, qui s'est soldé évidemment par un 0-0. Donc on va pas trop en parler, on va vite passer en Italie, après évidemment le jingle. Allez, on est de retour pour la troisième partie de l'équipe type. On est cette fois-ci en Italie. Et évidemment, qui dit Italie dit Monsieur Goetz qui va nous raconter ce qui s'est passé ce week-end en Italie. Ce qui s'est passé, on avait une belle affiche avec un Napoli-Roma samedi en fin d'après-midi. Enfin, en début d'après-midi, justement. L'horaire a été décalé parce qu'on sait que les supporters de la Roma et du Napoli se vouent un amour incommensurable. Et donc ce match qui a démarré sur les chapeaux de roue pour le Napoli, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils auraient pu mener 3-0 au bout de 10 minutes, Insigne absolument intenable, Calleron également, qui met une frappe magnifique sur la barre, et puis un De Sanctis toujours aussi catastrophique, et puis un Yanga Mbiwa, je le répète, qui n'a rien à faire titulaire dans cette défense. Lui c'est quand même incroyable, parce qu'il était remplaçant à Newcastle. Il avait disparu à Newcastle et il arrive et il joue directement titulaire à la Roma, quoi. Et vous mettez qui à sa place? Ah, c'est une très bonne question, mais il y a Castan qui est pas disponible en ce moment et qui est un très bon défenseur. Moi, je vois que Castan. Après, il a aussi la possibilité, vu avec le retour de Rossi, de mettre Seydou Keita en défense centrale et de mettre De Rossi en 6, là. Parce que, vu son match, Seydou Keita, il a été plus important pour reprendre les ballons de la tête quand ça revenait des 6 mètres pour construire le jeu, quoi. Donc ça, en défense centrale, il peut le faire. Hein. Mais moi, je pense pas que ce soit juste un big wall problème. Ça doit être le 7-1 contre le Bayern. Ça doit être psychologiquement très difficile et ça va être dur dans les têtes. C'est dur pour eux. On verra demain ce qu'ils vont faire contre le Bayern. Mais justement, j'ai vraiment peur pour eux qu'ils reprennent une rouste, parce que quand ça sera vraiment difficile là pour la suite. L'apathie de la défense contre le Napoli, qui est pourtant pas. Mais après, sur le premier but d'Higuaín, ils se font avoir, mais comme des bleus, quoi. Les deux défenseurs restent là, lui, il part à la limite du hors-jeu et il a plus qu'à placer une reprise pour marquer. Et le Naples qui se reprend pas mal, on disait qu'on était en crise, il a suffi qu'on commence à évoquer peut-être un départ de Rafa Benitez pour qu'il recommence à gagner. Il retrouve des couleurs, qui continue sur cette voie-là, pour accrocher la Champions League, c'est leur objectif. Il a suffi d'une victoire, surtout d'une victoire référence 6-2, pour les remettre en confiance, autant offensivement qu'au niveau de leur jeu. Donc là, ils surfent un peu sur la vague. Et vu que les autres équipes en Italie calent un peu, la défense qui retrouve aussi un certain niveau. Koulibaly qui a été très bon contre la Roma samedi. Et la Roma qui du coup perd 3 points dans la lutte pour le titre, parce que la Juve, qui n'est pas forcément à son niveau qu'on lui connaît, parvient quand même à gagner à Empoli 2-0. C'est un bon résultat. Empoli, chez un promu, c'était un match assez facile, visiblement pour la Juve, et il n'y a pas eu de soucis. C'est comme contre Palerme la semaine dernière, mais Palerme qui a été joué un vilain tour et qui a été gagné à Milan. C'est une grosse performance pour eux, surtout que visiblement c'est pas une équipe qui a des moyens énormes. Aller gagner à Milan comme ça force le respect quand même. Surtout que si vous êtes là depuis le début, avec Thibaut, on était d'accord pour dire qu'il manquait vraiment des joueurs, des talents purs au Milan, et Julien disait que c'est exactement le beau collectif cette année. Justement, une défaite 2-0 à domicile, c'est évidemment inquiétant.
Après, faut pas oublier que le Milan ne jouera que la 3e place. Ouais, Donc, c'est très rare quand même. Même pour la 3e place, là, c'est inquiétant. Hein. Mais surtout, on sent une équipe que si les choses ne se passent pas bien au début du match, elle ne reviendra jamais dans la partie. Ah si ouais, elle ouais, prend non, un mais ou deux buts. Exactement. Surtout que le public à Milan maintenant, c'est plus le public d'il y a 10 ans. Ouais, De non. moins en moins de monde à San Siro, que ce soit pour l'Inter ou pour Milan. Hein. Les deux équipes de Milan qui. Moi, je voudrais faire un petit rappel, juste revenir. Ce qui m'a plu cette journée en Serie A, c'est à la Juve, justement, Morata, qui est de mieux en mieux, qui commence à jouer sans Morata, blessure, un très beau but de Morata. qui a mis un très beau but et qui pourrait servir à la Juve, notamment en Ligue des Champions. Enfin, ouais. Parce qu'ils ont la Juve, à part Tevez, il y a Llorente qui est pas au top de sa forme. Non. T'as Giovinco qui joue jamais. Giovinco qui va peut-être être prêté au Torino d'ailleurs au mercato d'hiver. Qui joue jamais, donc il leur faut un deuxième attaquant dans leur système de jeu qui soit prolifique, et Morata peut être ce joueur. On va avoir déjà un élément de réponse ce soir s'il joue. C'est ce soir. Oui, c'est ce soir. Contre s'il joue contre l'Olympiakos. l'Olympiakos. Mais justement, est-ce que, bon, ça reste l'Olympiakos, mais est-ce que ça avait pas un test pour la Juventus? Est-ce qu'enfin ils vont réussir à gagner un match européen à la maison, un match important qui pourrait quasiment les assurer d'une qualification? On sait que la Juve a toujours du mal dans ce genre de match contre des équipes qui sont pas forcément non plus très difficiles à manœuvrer. Là, c'est vraiment un test contre l'Olympiakos. Ce soir, il faut absolument gagner, oui, pour la Juve contre l'Olympiakos. Moi, je pense pas que ce soit un test. Si on se rappelle du match aller, ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. On se demande toujours comment ils ont fait à pas marquer. Le gardien de l'Olympiakos va pas rééditer ses exploits. La défaite était pas vraiment méritée, oui. Non. On sait aussi que l'Olympiakos joue bien chez eux, mais quand ils se déplacent, ils arrivent pas à gagner. Ils ont perdu à. Non, mais j'ai l'impression. En fait, Mano. j'ai l'impression que tu me parles du Galatasaray de l'année dernière, qui fait 2-2 à la Juve alors qu'il ne devait sûrement pas le faire, et Umut Bulut vient les sauver. Ça, ouais. Avec Donc, un terrain. Non, à la Juve. À la Juve, après, ils excuse-moi. perdent à Galatasaray, mais c'est vrai qu'Olympiakos sur le papier, c'est pas non plus une équipe extraordinaire, mais la Juve, on a eu l'habitude de les voir galérer dans ces matchs-là. Non. C'est Par vrai, contre, mais je pense pas que ce soir ils galéreront. C'est pas un test, mais ça peut être un match référence pour eux. S'ils gagnent ce soir en étant très convaincants, en prenant pas de but, et ça peut justement être le match qui les lance en Ligue des Champions, et qu'après ils peuvent continuer dans leur groupe où ils peuvent toujours finir premiers. Hein. Ils sont pas très loin de l'Atlético. Donc du coup c'est à double tranchant. Soit ils vont continuer même en gagnant en étant en demi-teinte, soit ils peuvent vraiment se lancer dans cette compétition. En plus, je pense qu'ils vont faire un très gros match ce soir, car contre Empoli, ils ont fait tourner. C'était pas le 11 titulaire. Donc je m'attends à un gros match de la part de la Juventus ce soir. Et dans les autres équipes, évidemment, on parle souvent de la Roma, de la Juve, un peu du Milan. C'est parce que derrière, il n'y a pas grand-chose à tirer de championnat d'Italie cette saison. Il y a Il y en la a deux, Lazio moi. là qui revient fort. Il y a quand même les deux Et la clubs de Sampdoria Gênes aussi, qui font moi, un voilà. bon début de Deux clubs championnat. de Gênes qui font une superbe saison jusqu'à maintenant. Sampdoria avec Mihailovic qui est une superbe équipe. Bon, après je voulais m'attarder surtout sur la Lazio. Hier soir, ils ont gagné 3-2 face à Cagliari. 4-2, pardon. Et on a encore vu un doublé de l'immense, En une minute. de l'increvable, ouais, en une minute. C'est toujours L'increvable, en plus, c'est le mot. Oui. toujours des buts assez rapides à chaque fois de Klose, et une passe décisive en plus. Alors s'il commence à faire des passes décisives maintenant, j'arrête tout. Qui commence à courir sur un terrain. Ouais. Le football italien va très 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 mal pour que Miroslav Klose commence à courir. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est les vieilles gloires qui font le spectacle en Italie, et finalement au bout d'un moment on va C'est peut-être ça la solution pour le Milan. Hein. Faut faire rentrer Pippo Inzaghi devant et il ça fera peut la finir comme ça. différence. Hein. Sidorf aussi, et puis Sidorf. Gattuso, il est C'est pas surtout loin. il est en derrière Suisse, qu'ils ont hein. besoin d'un joueur, le Milan. Ils vont rappeler Zapata, Nesta il rentre. Maldini en défense centrale et là ça va tenir. Hein. Et Costa Curta. Ouais, mais quand on évoque ces joueurs, ça fait quand même un peu mal pour des fans de foot de parler du Milan. Qu'on soit fan du Milan ou pas d'ailleurs, de parler d'une équipe comme ça qui a complètement disparu, c'est un peu... C'est que ça reste le club le plus titré au monde, hein, quand même, devant Liverpool et le Barça-Liverpool plutôt. Et oui, c'est sûr que ça fait mal, mais il faut un changement dans cette équipe, un changement radical, que ce soit la direction ou dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait une révolution, hein, parce que sinon ils vont vers de très grosses déconvenues. Désillusion. Notre changement, nous on le fait maintenant et on part pour l'Allemagne. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen,
Allez, place à l'Allemagne maintenant. Évidemment, vous attendez tous à ce qu'on parle de Bayern Dortmund. Eh bien non, on va commencer par Wolfsburg, un Romain qui était très inspiré ce week-end. Très inspiré, oui. J'ai pensé que Wolfsburg allait gagner. Ils l'ont fait avec la manière, hein, sans trembler. Wolfsburg qui est de mieux en mieux, qui joue bien, qui joue offensif, un peu comme toutes les équipes en Allemagne. Hein. Ça, c'est une des caractéristiques de la Bundesliga. Qui peut postuler un poste une place de 3e, 2e peut-être, même si ça va être dur, mais dans les 3-4 premiers, je vois bien Wolfsburg. Pourquoi ça va être dur pour toi? Pour moi, c'est pas le concurrent du Bayern. Le Bayern sera champion, mais Wolfsburg, je les vois bien arriver 2e. Je sais pas, j'ai peur qu'il manque un peu de constance sur l'année quand même. Ça on le verra, mais en tout cas là, le match à Stuttgart, c'est assez impressionnant. Oui, bon après ils ont fait Stuttgart, un beau match. au niveau défensif, c'est pas non plus super brillant, mais ils se sont fait carrément exploser quoi. Puis avec un but de mon chouchou, j'en parlais la semaine dernière, le défenseur Knorre qui devrait sûrement être appelé en équipe d'Allemagne bientôt, je pense. Oui, Wolfsburg, non, moi, quand je dis que ça va être dur pour eux, c'est que au niveau de la constance et puis dans les gros matchs, ils vont perdre des points quand même, je pense. Parce que eux aussi défensivement, là contre Stuttgart, c'est pas vu, mais c'est quand même pas le top. Donc contre les belles équipes, ils vont prendre des buts et je pense perdre des points. On sait justement que Wolfsburg depuis des années, ils sont capables de faire des très gros championnats, mais ils se font souvent plomber parce qu'ils jouent à fond. Et on peut pas leur reprocher évidemment la Coupe d'Europe. Wolfsburg, c'est un club qui respecte au plus profond d'eux-mêmes la Coupe d'Europe. Et là, ils sont très très bien partis pour se qualifier déjà et pour être un des candidats les plus sérieux à la victoire en Europa League. Est-ce que l'effectif est assez impressionnant pour jouer sur les deux tableaux, ou comme le Dortmund, il va falloir faire un choix et... Voilà, c'est l'éternelle question pour les clubs, on va dire, comme Wolfsburg qui se situe entre le haut et le milieu de tableau. On sait jamais vraiment à quel moment ça va craquer, si jamais il y a des blessures, s'il y a quelque chose. En tout cas, déjà, ils ont un bon test dans 2 semaines, ils se rendent à Schalke. Ça va être un match assez délicat pour eux à négocier, et c'est là qu'on verra vraiment de quelle trempe sont faits les joueurs de Wolfsburg. Bon, cette fois-ci, on va pas pouvoir l'éviter bien longtemps. On va revenir évidemment sur le grand classique maintenant le classique moderne du championnat d'Allemagne, le Bayern Dortmund. Thibaut. Voilà, exactement. Tu as exactement raison. Oui, le classique du championnat, avec une nouvelle victoire du Bayern à la maison. Un Bayern qui a été malmené. Bon, en première mi-temps, ils subissent 2-3 contres, et sur un de ces contres, Marco Reus va mettre sa tête et trompe Neuer, qui avait pas encaissé de but depuis le 30 août en Bundesliga. Et puis ils doivent tirer aussi, dire merci à Weidenfeller, qui a été absolument énorme en première mi-temps. On se demandait d'ailleurs si c'était Neuer ou Weidenfeller qui jouait pour Dortmund, parce qu'il a été complètement énorme sur ce match. Et justement, depuis le début de la saison, on a souvent reproché au milieu de terrain, à la défense de Dortmund de pas être au niveau. Weidenfeller, il a pas non plus fait des sauvetages extraordinaires. Là, on a retrouvé le vrai Weidenfeller qui a été sélectionné en équipe d'Allemagne. Qui est champion du monde, d'ailleurs. Champion du monde, donc ça passe aussi. On oublie souvent de citer le gardien. Maintenant, avec le Bayern, on a l'habitude parce qu'il joue libéraux, il joue au milieu du terrain. Mais Weidenfeller, ça fait partie des grands gardiens européens. C'est vrai que c'est un grand gardien aussi. Hein. On parlait du parcours européen de Dortmund d'il y a 2 ans. Et en grande partie, ils le doivent à leur gardien. Oui, Weidenfeller qui est un très bon gardien. Justement, peut-être qu'on en parle moins parce que c'est pas le gardien le plus sexy qui existe. Oui. Mais si on recommence à être au niveau il y a 2 ans, même voire 1 an, Dortmund va vite remonter en championnat logiquement. Et puis faut tirer un coup de chapeau aussi à Franck Ribéry, c'est lui qui va obtenir ce penalty dans les dernières minutes du match pour la victoire du Bayern. Et il est aussi sur le premier but. Et à l'origine du... Si je me souviens bien, faut pas tirer un coup de chapeau à Subotic pour son entrée, parce que c'est lui qui fait l'erreur sur. Alors qu'on s'attend à ce que Subotic, quand même, c'est le titulaire normalement avec Hummels. Qu'on attendait beaucoup de lui. C'est un manque de chance. C'est pas de chance sur le coup là. D'ailleurs, Hummels qui est blessé pour 3 semaines. Hein. Blessure au pied. Ouais. Et Arjen Robben qui a donné la victoire au Bayern. Sur les 7 dernières confrontations face au Borussia Dortmund, il a marqué 7 buts. Donc à tous les matchs face à Dortmund, il plante son but. Et justement, on a vu un Dortmund qui était plutôt convaincant. C'était pas évidemment une surprise, on l'avait déjà dit la semaine dernière. On sait que Dortmund sait se briller et se révéler dans les grands matchs. Est-ce que ça nous pose pas une question? Dortmund est-ce qu'il laisse pas le championnat de côté finalement? Parce que quand on le voit faire une prestation pareille samedi soir, en Ligue des Champions, ils sont juste magnifiques.
Qu'est-ce qui se passe en Bundesliga? Il la laisse finalement de côté? Là, c'était qui tout double, hein, je pense. Mais après cette 5e défaite consécutive, il va falloir refaire une série de matchs assez énorme pour retrouver le haut de tableau. Ouais. Moi, je me demande, est-ce que les joueurs, ils ont pas déjà un peu la tête ailleurs? Enfin, certains joueurs, Marco Reus. Marco Reus. Déjà à ce moment de la Hummels. saison, ça serait grave. Non, mais justement se dire, on va faire une bonne campagne de Ligue des Champions, on va pouvoir briller. Puis le championnat, ben oui, ça passe au second plan, comme tu disais, Julien. On sait très bien que pour être recruté par les grands clubs, si tu brilles en Ligue des Champions, t'as beaucoup plus de chances que si tu brilles en championnat. C'est dangereux quand même. Il y a des joueurs qui jouent en dessous de leur niveau. Je pense en Bundesliga, je pense à Mkhitaryan normalement, qui en Ligue des Champions fait toujours des matchs solides et en championnat, c'est beaucoup moins convaincant. Ouais. Et puis le seul problème de Kagawa, c'est que s'il essaie de se faire vendre, on a déjà vu ce qu'il était capable de faire à Manchester, donc Déjà peut-être mieux qu'il reste à Dortmund. une expérience Non, Kagawa, ratée, non, oui. il va y rester là, je pense. Hein. Bah Il a bien maintenant, je compris pense je pense qu'il a compris et tout le monde a compris que ce joueur était fait pour le championnat allemand et surtout pas pour le championnat Non. anglais. Et c'est surtout Reus qui attire les convoitises et ça reste quand même leur meilleur joueur. Il est toujours à 100%, donc je pense Et pas qu'il justement, laisse. est-ce que- Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que si le club, on part dans l'éventualité que le club laisse partir Marco Reus au mercato d'hiver, même d'été, est-ce que ça serait pas un symbole de, pas une fin de cyclo, bien évidemment, mais Reus était l'achat prioritaire il y a 2 saisons, le joueur à 25 millions que Dortmund avait réussi à arracher au Borussia Dortmund, au Bayern Munich. S'il le laisse partir, est-ce que c'est pas un symbole de la fin de Dortmund, de cette époque magnifique? S'ils le vendent, en plus, ce serait aux alentours de 25-30 millions le prix où ils l'ont acheté. Donc ça montrerait encore une fois que au niveau de la gestion des joueurs, s'il part pour cette somme, cette modique somme, ce serait un peu comme Lewandowski. Bon, Lewandowski était parti gratuit, mais ça montre bien que dans la gestion à Dortmund, il y a quand même un léger problème. Ouais. Après, ça dépend s'ils le vendent au Bayern Munich. Là, ce sera clairement c'est la la fin. fin. Ah, ce serait la fin, oui. Et un troisième départ d'un joueur de ce calibre vers Munich, ce serait vraiment mal vécu par les supporters du BVB, je pense. Et finalement, pour essayer de rivaliser avec le Bayern, il faut attendre Paderborn dans 2 saisons. Mehdi qui confirme bien Paderborn. Oui, juste pour revenir au Bayern, est-ce que ça serait pas malsain de leur part de vouloir prendre tous les meilleurs joueurs de Dortmund comme Lyon le faisait en Ligue 1? Ça tue la concurrence. Voilà, mais ça commence à être mal vu en Allemagne, là. Karl-Heinz Rummenigge en a conscience. Il l'a dit plusieurs fois. Entre Dortmund et Munich, les relations, voilà, c'est un peu je t'aime moi non plus. Le Bayern sait que pour être crédible au plan national, il doit absolument garder des concurrents qui ont des joueurs et une belle équipe surtout pour pouvoir progresser aussi dans le championnat. Et Dortmund dimanche qui reçoit Mönchengladbach, ça va être difficile. Ça s'annonce un gros choc. Alors du coup, on va être obligé de parler de Mönchengladbach tout de suite, Voilà. Parce que Désolé, Julien. non, mais Gladbach Désolé. joue l'Europe aussi. Ouais. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Lucien Fabre, on connaît les joueurs. Arango, maintenant, qui ne joue plus beaucoup, mais ça reste une équipe importante et une équipe classique. Le deuxième Borussia, oui, c'est un derby entre ces deux équipes. Vas-y, Mehdi. Ouais, on parlait de Wolfsburg, Gladbach aussi. Je les vois lutter pour le podium, qu'avec les joueurs qu'on a, Arman, André Hahn, André Hahn, acheté à Wolfsburg, ouais. Hazard. Ils font vraiment un très bon début de saison et j'aimerais bien voir le choc face à Dortmund. C'est ça aussi. D'ailleurs, tu me demandais pourquoi ça allait être compliqué pour Wolfsburg. Moi, je pense que c'est, quand je dis qu'il manquerait de constance, c'est par rapport à des équipes comme Mönchengladbach, qui est très impressionnant, particulièrement à domicile, où c'est une forteresse, même à l'extérieur, mais en ce moment, mais à domicile, ils sont vraiment bons. Et comparé à Wolfsburg, je les vois plus deuxième eux que... Moi, je vois plus Wolfsburg. Moi, je vois Wolfsburg être plus constant que Gladbach et surtout à l'extérieur, tu verras pendant la saison. Gladbach est vraiment fort à domicile. Bon là, ils sont forts à l'extérieur, c'est vrai depuis le début de saison, mais je pense que Wolfsburg sera plus constant pour moi. Thibaut. Moi, je pense le contraire, Mehdi. je pense le contraire. On se donne rendez-vous en fin de saison. Donc pour l'instant, on a combien? On a combien de Mönchengladbach là? Combien de moi aussi. Donc 2 et moi je suis avec Wolfsburg. Mehdi évidemment pour Wolfsburg parce qu'il y a Kevin De Bruyne et que On verra. c'est un formidable joueur. Pour moi, le milieu de terrain, c'est le plus important et le duo Nordweit et Kramer à Mönchengladbach, pour moi, ça va plus durer dans le temps que Kondogbia, que Guilavogui, pardon, et comment il s'appelle?
Luis Gustavo. Mais voilà. est-ce que l'effectif de Wolfsburg leur permettra pas d'être plus, surtout que Gladbach aussi à l'Europa League? On sait que les clubs allemands jouent cette coupe à fond. Justement, c'est assez équitable et les deux clubs ont un parcours similaire cette saison. On verra justement lequel des deux. C'est quand le premier choc Gladbach-Wolfsburg? Je vais te dire ça dans pas longtemps, Mehdi. Et ben en attendant, nous on part pour l'Espagne et on aura peut-être un petit arrêt, en passage dans les stands allemands pour retrouver cette date qui s'annonce extrêmement importante. Por eso se oye este refrán. Y viva España, y siempre la recordarán. Y viva España. Allez, place à l'Espagne, on va être extrêmement rapide, non pas que le championnat, évidemment, il est toujours passionnant, on connaît ce championnat d'Espagne, mais nous on a envie de parler de la France et très 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 vite. Donc Mehdi, qu'est-ce que tu retiens de ce Barça qui perd? Surprise ou peut-être plus inquiétant que ça? Peut-être plus inquiétant que ça. Moi, ce que je retiens, c'est que Luis Suarez, 2 matchs, 0 points. Donc je sais pas s'il y a un problème. Neymar, Messi, Pedro marchaient bien. Bon, Suarez, t'es obligé de le faire jouer, mais peut-être que dans la tête de Enrique, il commence à se poser des questions et c'est toujours la défense de Barcelone qui inquiète. Bon, ils ont pas eu de chance le match là avec 4 barres, mais quand même, c'est une belle équipe de Celta Vigo cette année, mais on commence à s'inquiéter pour le FC Barcelone. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi si tôt avec Suarez. Il a été absent très longtemps. Le Barça, vu la dynamique, pouvait se permettre de le faire revenir progressivement, en le faisant rentrer à l'heure de jeu, par exemple. Là, c'est titulaire d'entrée. Et sur les 2 matchs, il fait 2 mauvais matchs, même s'il fait une demi-passe décisive contre le Real. Mais contre le dernier match de championnat, il a tout loupé quasiment. Il a annihilé plusieurs actions pour Barcelone en faisant des mauvais choix. Pour moi, c'est trop tôt pour lui. Il aurait fallu lui donner du temps de jeu progressivement pour qu'il revienne à son niveau. C'est toujours la question de l'argent dans le foot. On l'a acheté 90 millions. 90 millions d'euros, t'es obligé de le faire jouer, je pense, t'es obligé de le faire jouer. Une bagatelle. Ouais, mais justement, après, je suis d'accord avec toi, les dirigeants du Barça ont pris Luis Enrique pour qu'il prenne des décisions fortes. Parce que soi-disant c'était un homme, pour moi, un homme de fer. Luis Enrique, c'est absolument pas l'homme de oui, la situation. C'est pas l'homme de la situation. Après, c'est peut-être pas lui il a peut-être quelqu'un de haut qui lui dit tu fais jouer Suarez. Mais justement, est-ce que c'est pas grave ça ça serait grave ça soit la direction qui choisisse? On sait que Guardiola, Bien sûr. justement, il a tenu pour ça, parce que lui, il venait de la Masia, Luis Enrique vient aussi, mais il avait une identité, une volonté. Et il s'est fait, c'est pas un self-made man, mais Guardiola, quand on le voyait sur le banc, on savait que c'était lui qui prenait les décisions. Puis, Est-ce que Luis Enrique, c'était pas un peu le choix par défaut, le gentil entraîneur qui revient à Barcelone et qui va faire ce qu'on a envie? Après un échec probant à la Roma. Oui, hein, c'est surtout ça. Donc, ouais, le problème c'est qu'il leur faut pas ça à Barcelone, quoi. Le gentil entraîneur, Tata Martino, c'était aussi un gentil entraîneur. Tito Villanova, il a eu surtout des problèmes de santé, mais c'était aussi l'adjoint de Guardiola et c'était pas une beaucoup référence. d'entraîneurs sur le marché. Et oui, mais des entraîneurs catalans en plus. Est-ce que justement des entraîneurs veulent venir entraîner le Barça? Quand on sait, il y a des rumeurs dans le vestiaire que un entraîneur au Barça, souvent il porte le numéro 10, il est petit, il a 4 ballons d'or. Donc est-ce que ça donne envie encore de venir entraîner le Barça? Ou est-ce qu'il faut trouver un entraîneur comme Luis Van Gaal par exemple? Un mec qui en impose et qui n'a peur de personne et qui n'a peur d'aucun joueur. Il faut un pragmatique, quelqu'un qui n'hésitera pas à mettre Messi sur le banc s'il fait des mauvais matchs. Après le problème c'est si t'es entraîneur, tu mets Messi sur le banc là? Tu peux pas. Il fait Et des non, bons matchs. Oui, non, mais regarde Moi, la je dernière pense- fois, juste avant le Classico, Oui, où quand il a refusé on lui de demande, sortir. il refuse de sortir. Je suis Est-ce que d'accord. pour toi c'est normal? Non, Messi, c'est c'est un pas joueur extraordinaire. C'est Ça, pas il y normal. a pas de débat là-dessus. Mais il doit se plier à ce qu'on lui dit. Exactement. C'est 4 vrai. ballons d'or ou pas. Moi, Justement, je pense justement qu'il il leur faut peut-être pas un Van Gaal à Barcelone, mais le paradoxe c'est qu'il leur faudrait plutôt un Carlo Ancelotti. Lui, il est arrivé au Real, il y avait aussi beaucoup d'ego et le vestiaire était déchiré. En étant proche de ses joueurs, en étant pragmatique et en jouant un peu le rôle de père protecteur, il a réussi à apaiser tout ça et là le Real marche du feu de Dieu. S'ils arrivent à trouver un entraîneur comme ça, c'est pas facile, Carlo Ancelotti, il y en a pas à tous les coins de rue, ça pourrait repartir pour le Barça, je pense. Après, je pense qu'ils prennent des entraîneurs qui jouent en fonction de Barcelone 4-3-3, ballon, passe. Ancelotti, c'est pas du tout de ce calibre. Après, je suis d'accord, je verrais bien un club qui ferait du bien à Barcelone, Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp ou moi Mourinho, hein. Un gars. Ouais, Mourinho. Ça serait beau à voir. Ça serait beau, ouais, ça serait très joli. Non, mais sinon, aussi, on parle souvent des entraîneurs, mais les assistants, par exemple, au Real, on a eu Makelele, on a eu Zidane, maintenant on a Hierro, des mecs qui connaissent le club par cœur, qui sont connus des joueurs. Le Barça, on n'a pas forcément ça en assistant. On a des Xavi, bien sûr, mais ils sont encore sur le terrain. C'est un peu des décisions, des phénomènes un peu compliqués. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'un Xavi prenne sa retraite, ça va pas tarder, qu'il se mette directement adjoint comme un Giggs par exemple à United? Est-ce que ça serait pas la solution, un adjoint provisoire qui prendrait ensuite la tête de l'équipe? Oui, voilà, ce serait ça, penser à l'équipe, un peu comme l'a fait Guardiola, parce qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur, je sais plus combien de temps après avoir arrêté de jouer. C'est ce qu'il faudrait, quelqu'un dans la continuité, quelqu'un qui connaît les joueurs et leur potentiel sur le terrain. Ouais. Et pour moi, le plus gros problème au FC Barcelone, c'est ceux qui s'occupent des transferts. Il y a quand même des gros problèmes de transferts. On se rappelle de Ibrahimovic et Eto'o, l'échange plus 50 millions, là Suarez 90 millions, Jérémy Mathieu, Chigrinsky. Je pense qu'il y a que quand même des problèmes question transfert dans ce club. Le fisc espagnol n'a pas fini d'enquêter au Barça après Messi et après Neymar. On dirait qu'ils essayent de rivaliser là ces dernières années avec le Real Madrid au niveau de clinquant. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est dommage. Je pense que la décision qui a fait le plus de mal, ça reste quand même le sponsor sur le maillot. Après le UNICEF, passer à la Qatar Foundation, ça a été sans doute un des événements marquants du club. En tous les cas, pour les vrais socios, ça a été vraiment mal perçu. Mais ça a permis aussi d'avoir de grands joueurs. Oui, ça a permis d'avoir des grands joueurs, mais plus que le sponsor, c'est vrai que ils ont là en ce moment, ils ont tendance à aller chercher des joueurs offensifs, comme disait Mehdi, Ibrahimovic, la Suarez, à les surpayer au lieu de se concentrer sur leurs problèmes défensifs qu'ils ont depuis que Puyol limite est en fin de carrière. Et s'ils avaient mis le tiers de ce qu'ils avaient mis pour des joueurs offensifs derrière, ils auraient une défense bien plus solide. Surtout que devant, ils prennent le risque de prendre des joueurs qui ne s'entendent pas avec Messi. Et sinon, le Real, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout va bien et hop, passons. Rames est formidable, il a bien fait de partir de Monaco. Benzema est formidable surtout en ce moment. La déception évidemment, c'est Séville qui a été particulièrement mauvais, endormi, tout ce qu'on veut. Première défaite de Séville lorsqu'il dispute un match à midi. Ah voilà, ça c'était la fallait histoire. Fallait que ça arrive, ça arrivait. Voilà. Et sinon, on va terminer cette émission et on va en faire. Puisque le Classico c'est le match de l'année, on va en faire une spéciale vendredi. Vendredi, on vous promet une émission spéciale de 40 minutes sur uniquement le Classico. On va essayer de faire sortir le classique, pardon. On va essayer de faire sortir Mehdi du studio rapidement parce que il a son maillot déjà pré-repassé pour le match. Ah, parce que 40 minutes, sinon ça suffit pas pour lui là. Ah non, 40 minutes. On a 5 minutes comme une mi-temps. Ce qui suffira au PSG pour gagner le match, je pense. Voilà. Et on espère que ces 45 minutes de football européen vous ont suffi. Et on vous redit à vendredi avec le retour du vrai présentateur parce que irremplaçable évidemment, Clément Bigois. Bonsoir à tous.